C'était la nuit du 6-7 2024. Une jeune femme nommée Andrea Bañuelos Flores. 23 Hands. Image de sa maison dans le quartier de l'Indépendance de Mexicali, Basse Californie. Était en route pour le restaurant de fruits de mer Pégalo. Situé dans le quartier de Buroris, je dînerai là-bas avec des amis et avec sa cousine Dariana. Après un moment de rire et de bonne nourriture, les filles ont déménagé dans la discothèque Les Permis, sur les boulevards Benito Juárez. À seulement 6 km du restaurant et à un peu plus de 3 km de la maison, là, ils sont restés jusqu'à 2 heures du matin. Quand, fatiguée, a décidé de partir, l'une des cousines préfère son père. Pour aller la chercher sur le site, c'est alors que la jeune femme a pris la dernière photo d'elle-même qui enregistrerait son existence. Bien que l'oncle de lui ait proposé de la prendre, elle a refusé. Comme sa maison était dans la direction opposée, et je ne voulais pas que Dariana et son père s'égarent, j'ai insisté sur le fait que ce n'était pas un problème de le porter, mais la jeune femme était déterminée à partir d'elle-même. Ses proches ont fini par accepter, à la condition qu'il soit en contact avec son cousin tout au long du voyage de retour. Alors je comprends. Sélectionnez un véhicule via l'application Didi Verse 02H15. Certains témoins l'ont vu quitter la discothèque et monter dans une voiture Versa, de couleur nègre. Une fois au-dessus, a averti sa cousine qu'elle rentrait chez elle. Après quelques minutes, la jeune femme a cessé de répondre au message. Dariana a commencé à s'inquiéter parce que la jeune femme n'a pas répondu. Neige à l'épuisement, mais il n'y avait pas de cas. Ne répondez pas, que la situation était plus complexe qu'il n'y paraissait. Dariana a contacté sa tante et son oncle pour leur demander s'ils savaient quelque chose sur les allées et venues de leur cousin. Il ne semblait toujours pas être nulle part. Les minutes ont passé et la famille de la jeune femme était de plus en plus choquée. Si j'avais pris le Didi vers 2h15, il était impossible qu'il soit presque 3 heures du matin et ne serait pas arrivé. Enfin, Dariana est allée avec son père chez sa tante et son oncle Juan Carlos Bañuelos et Mireya Flores, où ils résidaient avec leurs 2 autres enfants. Une fois qu'ils étaient tous ensemble, est allée au poste de police pour porter plainte. A dit à la police qui avait disparu après être montée dans un taxi de l'application Didi. Ce n'était pas le premier cas que les autorités reçues concernant une fille disparue. Après avoir pris une voiture via une application, craignant que Sanchez soit victime d'une attaque, je me suis mis au travail dès que possible. Immédiatement, un formulaire de recherche a été émis de diffuser sa photographie sur les réseaux sociaux. Dans le même, il a été indiqué qu'il avait quitté son domicile situé dans le quartier Indépendance et que la dernière fois qu'elle a été entendue est sortie d'un dépanneur sur les boulevards Benito Juárez. Il a également été précisé qu'au moment de sa disparition présumée, habillé, un t-shirt blanc à rayures noires horizontales et un short bleu clair. En même temps, il a été donné avis aux autorités du parquet général de justice de l'État de Basse-Californie et Mireya a parlé aux médias. D'ici là, je pensais déjà que ça aurait pu arriver à votre fille, toutes sortes de choses. Et aucun d'entre eux n'était bon. Il a dit, s'il l'avait, celui qui l'a, s'il vous plaît, prenez pitié de ma fille et de moi. Je suis désespéré. Si vous avez peur ou quelque chose, il y a des plaintes anonymes, s'il vous plaît. Fille, si tu me regardes, prends pitié de ta mère, de tes frères et sœurs. Nos témoins.
Je suis sûr que quelqu'un vous fait traîner. Et tu vas rentrer avec moi tout de suite. La police a commencé à patrouiller dans la zone et faire tout son possible pour trouver où se trouve la jeune femme. Juan Bañuelos, l'un des frères, a rejoint l'enquête, a recherché l'emplacement du téléphone portable iPhone de sa sœur. Et ainsi, nous pourrons trouver son emplacement. Les agents se sont dirigés vers l'endroit indiqué, mais ils ont été surpris. Pas du tout agréable. Le téléphone, avec l'écran cassé, était entre les mains d'un sans-abri. Cet homme a affirmé qu'il l'avait soulevé quand une voiture noire qui passait l'a jeté par la fenêtre. C'était arrivé à certains, rues éloignées du point où la jeune femme est montée dans la voiture. Dit Sheila, il était clair quelque chose lui était arrivé pendant qu'il voyageait sur le Didi. Une fois que la police avait le téléphone portable entre les mains, je voudrais revoir l'historique des voyages. Alors ils ont réalisé que l'adresse qui a pris la voiture, qui a ramassé, n'avait rien à voir avec le chemin du retour. J'aimerais voir qui était le chauffeur qui a accepté le voyage. Son nom était Sergio Daniel Gutiérrez Solorzano. Avait 24 ans et était originaire d'Obregón, Sonora. Bien que je travaille pour l'application depuis seulement 1 mois, avait de bons scores. C'est à dire, avait fait des voyages qui ne s'étaient terminés par aucun continue. Mais la réalité est que je ne leur ai rien assuré non plus. Dans les heures suivantes, les proches de répandre l'image du conducteur pour pouvoir le trouver jusqu'à ce qu'il apparaisse, serait gouverneur de. En même temps, ceux qui sont proches des groupes de recherche organisés et marches improvisées. Dans ce dernier, les autorités ont été appelées pour mener les enquêtes nécessaires dès que possible. Croyez que peut être de cette façon pourrait être retrouvé vivant. Mercredi 10 juillet, 3 jours avant la confirmation, un miracle s'est produit, mais pas celui auquel il s'attendait. La situation a pris fin, après que la police a remarqué que Sergio n'était pas le propriétaire de la voiture, mais celui-ci appartenait à une entreprise automobile, avait un GPS installé pour qu'il puisse voir où il est allé après avoir ramassé. De plus, l'appareil a montré un écart par rapport à l'itinéraire d'origine. Lorsque le véhicule a traversé le quartier où il se garait, Sergio a terminé le voyage sur l'application. Par la suite, le conducteur a roulé sur le boulevard Maureen, où le portable de la jeune femme a été retrouvé plus tard. En possession d'un sans-abri, après, le véhicule a été arrêté pendant 1 heure au... Ils agrèrent. Enfin, Sergio a poursuivi sa route vers le nord à 3h43. Grâce à ça, je voudrais localiser la voiture. Lui-même était dans une maison du lotissement. Est du soleil. Comme un abandon, mais il n'y avait aucun signe de Sergio là-bas. Il était clair que quelque chose s'était passé. Entre le moment où le véhicule a fait une embardée et 3h43, quand il est arrivé sur les lieux de la découverte, et ce n'était pas tout. La police a également appris que ce jour-là, Sergio avait raté un rendez-vous qui avait au tribunal pour violence sexiste contre son ex-partenaire, donc avait déjà un mandat d'arrêt à son actif. La situation était de plus en plus catastrophique. Tout indiquait qu'il s'était échappé de Basse-Californie, donc il a été tourné. Un nouveau mandat d'arrêt contre lui, en tant que maire pour la présidence de... La famille de la jeune femme a poursuivi ses recherches avec de moins en moins d'espoir de la retrouver vivante. Mireia a de nouveau parlé aux journalistes locaux qui ont accompagné leurs proches lors des visites du... On dit qu'ils étaient cherchés dans les endroits proches pour sauver les gâtés, dans l'espoir qu'elle n'était pas là. J'aurais aimé être dans une rue, simplement perdue.
également renvoyé directement au chauffeur de taxi, indiquant que si ça n'avait rien à voir avec la disparition de comparaître devant les autorités voulait, pour montrer son visage et raconter ce qui s'est passé. Mais les supplications de la femme étaient vaines, parce que quelques minutes après cette interview, l'avocate de Basse-Californie, Maria Elena Andrade, a donné une conférence de presse, confirmé ce que tout le monde craignait. Avait trouvé Paula, ce matin du 11 juillet, un élément K9. Trouvé le corps de la jeune femme dans un terrain vague, dans le quartier Oasis Campestre à Mexicali, Baja California. Ce site est situé à un peu plus de 20 km, d'où la jeune femme a pris la voiture avant qu'elle ne soit perdue pour elle. Chaque trace du corps montrait des signes de violence, était dans un état de décomposition et portait les mêmes vêtements que le jour où il a disparu immédiatement. Le corps a été transféré au service médico-légal. Pour réaliser les études pertinentes, l'autopsie a montré que la jeune femme était décédée vers 2h30 le 7 juillet. En raison de l'asphyxie par strangulation, il a également été noté que le corps a montré des traces d'abus, ainsi que plusieurs coups au bras, poitrine et cou. Ceci se serait produit avant l'issue fatidique du... Le pire était déjà arrivé, mais la police avait toujours une mission. Trouver le conducteur, la dernière personne qui avait vu la jeune femme vivante et qui manquait toujours lors de la même conférence de presse dans lequel la découverte du corps a été rapportée. Procureur Andrade en a profité pour jeter 2 cœurs. D'une part, a demandé à la société et aux médias, profitant du fait que l'identité de l'interprète responsable avait été exposée avec vos informations, et sa famille sur les réseaux sociaux aidera à trouver où il se trouve après. A dit à toutes les familles, pour empêcher leurs filles de voyager seules, quelle que soit la raison, que le véhicule appartenait à une plateforme. N'a donné aucune sorte de sécurité, mais comme dans tous les cas, avec des opinions partagées, les paroles du procureur ont provoqué une grande agitation. Ceci Flores, leader des Mother Seekers à Sonora, ose poster sur son ex-compte « Ne voyagez pas seul. Ne t'habille pas comme ça. Ne sors pas la nuit. Ne va pas t'amuser. Ne bois pas d'alcool. » Peu importe à quel point ils essaient, nous ne sommes pas responsables de vivre dans un pays où il y a des gens qui pensent avoir le droit de nous assassiner. Peu de temps après, le gouverneur de l'État, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a commenté l'affaire sur son ancien, a promis de renforcer le travail avec les compagnies de taxi des quais pour offrir une plus grande sécurité à ceux qui les utilisent. Comme première étape, a chargé le secrétariat à la sécurité des citoyens et l'Institut de mobilité. Le développement durable de la Basse-Californie doit être mis en œuvre immédiatement. Un schéma pour l'évaluation, surveillance complète des profils des conducteurs, des plateformes de transport numérique, a souligné que bien que ces plateformes sont responsables de la sélection de leur personnel, en tant que gouvernement, je ne pouvais pas détourner le regard. Ce n'était pas le premier cas de disparition, et c'était évident que les contrôles devaient être renforcés pour que personne n'ait peur quand il s'agit de voyager. L'application Didi, par contre, n'a pas répondu immédiatement. À la critique de sa sélection de pilotes, mientras tanto, les autorités ont continué d'essayer de localiser le suspect. L'exposition massive de son image, de vos données personnelles et de celles de votre famille, ils l'ont acculé partout. Il ne lui a donc pas fallu plus de quelques heures pour montrer son visage. Jeudi après-midi, le 11 juillet, Sergio s'est volontairement rendu aux autorités dans la ville d'Obregón Sonora, accompagné d'une de ses tantes, Lisette Gutiérrez.
avec qui il séjournait, a soutenu qu'il le faisait parce qu'il recevait menaces présumées. Aussi sa mère a dit qu'un de ses oncles et tantes l'avait convaincu de le faire, mais que ses intentions étaient bonnes. Et selon sa tante, le jeune meurt le premier avec son père. Et puis il leur a dit à tous les deux qu'il avait effectivement soutenu Sanchez et que le voyage était terminé. Sergio était automatiquement transféré au bureau du procureur de Mexicali, être amené devant un juge et donner suite aux enquêtes contre lui. Là, il a assuré devant les caméras des médias locaux qu'il ne savait pas de quoi il était accusé et qu'il avait beaucoup de choses à dire sur le crime. Peu de temps avant la livraison, un compte Facebook avec son nom posté « Histoire impliquant 2 autres personnes dans le crime, Jacobo Silva Escobedo et un chanteur de musique urbaine nommé Lyrical One ». Il a dit qu'il avait besoin que ces hommes soient d'abord arrêtés parce que sinon, il l'assassinerait pour qu'il ne les accuse pas, bien que ces messages étaient rapidement supprimés et les détectives n'y ont pas accordé beaucoup d'importance. Une fois au bureau du procureur, Sergio lui-même en a parlé, a rapporté que ces 2 personnes avaient participé à et montré, pour trouver leurs allées et venues de manière collaborative. Lyrico One avait des chansons qui parlaient d'être un héros, sériel et féminicide, mais n'a pas pu être rapidement établi, qui avait une sorte de lien avec le crime. Une fois que la nouvelle a éclaté, le chanteur a reçu plusieurs menaces sur Facebook, a livré et a fait une déclaration disant que tout était un vil mensonge. A exprimé qu'il comprenait que ses paroles étaient violentes, mais qui étaient basées sur des histoires que j'ai vues à la télévision, pas dans les événements de la vie réelle, mais aussi dans un message, le désir que les responsables de le signaler lui a présenté des excuses, d'autant qu'il n'a pas réussi à mettre sa carrière en pause. Les autorités musicales l'ont contacté pour l'interroger, et enfin, procureur Andrade a noté que les preuves pointaient uniquement vers Sergio. Le jeune a en effet été arrêté. En attente de sa première audience, le 13 juillet, bureau du procureur général de l'État de Basse-Californie a présenté diverses preuves, ce que le juge Salvador Avelar a jugé suffisant de poursuivre l'enquête contre le conducteur. Ce même jour, Sergio a été condamné à un procès pour sa prétendue responsabilité dans la commission des crimes de disparition forcée et fémicide. Il a également été révélé qu'il avait une longue histoire de violence, avait un casier judiciaire, était prétendument agressif et était membre de l'armée mexicaine. Leurs réseaux sociaux qu'il était fan d'un créateur de contenu qui a déclaré à plusieurs reprises son problème avec les femmes et a donné des messages à ses followers, apparemment pour être meilleur. Comme si cela ne suffisait pas, il a également été annoncé que peu de temps avant de ramasser, Sergio a eu une situation compromettante avec un autre passager. Cette femme, dont le nom a été gardé anonyme, a dit que le même jour a été assassinée, a demandé un Didi pour l'application. Une fois dans la voiture, le conducteur a fait plusieurs. Question concernant leur situation socio-économique, cela lui a causé de l'inconfort. À votre arrivée à votre domicile, Sergio a demandé son contact et a insisté pour lui demander de sortir, mais elle a refusé. Quand le conducteur est sorti de la voiture, il s'est battu avec elle. Après quelques secondes, la femme a réussi à s'échapper et s'est réfugiée chez elle. Plus tard, a reçu plusieurs appels et messages d'un numéro de téléphone que, selon les autorités, a coïncidé avec celui de Sergio. Par contre, une autre histoire a également émergé dans les réseaux sociaux.
a indiqué que le chauffeur était très insistant pour l'inviter à l'alcool face à la peur qu'il ressentait, lui a demandé d'arrêter la marche et descendu avant d'arriver à destination. Ses témoignages a contribué de manière significative à la recherche, pointant vers un modèle de comportement inapproprié par l'accusé, et ils n'étaient pas les seuls. On a appris qu'en plus de la plainte pour violence, du sexe de son ex-partenaire, Seth Voisins avait témoigné qu'il attaquait constamment aux autres membres de sa famille, comme sa propre mère. Sergio n'a pas offert aucune déclaration lors de cette audience. À la fin du yoga, fixé un délai de 6 mois pour la clôture de l'enquête. Il a également donné au défendeur la mesure détention préventive pour la même durée. À la fin de la journée, le juge a envoyé un message fort à l'accusé. Même si vous êtes détenu, à une bénédiction respire. Et la jeune Mexicaine n'a pas, très peu de temps après le début de la procédure judiciaire. Une nouvelle polémique a éclaté. Le petit Amide, également nommé Sergio, postait sur ses réseaux sociaux que si son histoire avait été éphémère, son amour n'avait pas. Il l'aimerait toujours et apporterait des fleurs à sa grand-mère. C'est alors que les internautes l'ont accusé d'essayer d'attirer l'attention et de l'avoir laissée seule le jour où elle a été assassinée. En conséquence, des chats ont été divulgués, où on pouvait voir que dans la dernière conversation entre les deux jeunes, elle lui demandait s'il viendrait la chercher apparemment. Le jeune homme n'a pas répondu à la demande de sa compagne. Après la vague de critiques, Sergio ferme ses réseaux sociaux. On ne sait pas s'il fera l'objet d'une enquête. Mais tout indique que pas actuellement. Le dossier d'extradition reste ouvert. Et sa famille n'a pas obtenu justice du parquet. A dit qu'il voulait que la condamnation soit exécutée par l'agresseur et de 100 ans d'emprisonnement, soit 60 ans pour chacune des infractions. La mère de Sergio, par contre, a présenté ses condoléances aux parents de la victime, mais a déclaré qu'on ne sait pas encore si son fils est le coupable, a même inculpé le bureau du procureur général de Basse-Californie de peu de transparence, manque de preuves, et aussi, le Mexique enregistre actuellement 2 cas de violence contre les femmes par jour, et les militants affirment que le chiffre est beaucoup plus élevé, mais non signalé ou n'est pas répertorié comme tel. Sur les 581 meurtres de femmes en 2023, seuls 827 ont été classés comme fémicides, en plus d'attendre que la pleine conscience soit acquise de ce à quoi ressemblait le meurtre. Activistes indiquent que la recherche devrait être approfondie pour savoir si d'autres étaient impliqués et pour que justice soit faite. Les proches méritent de savoir comment et aux mains de qui il a perdu la vie. 18/9/2023 nouvelle a été publiée que secouer l'habituel. De la ville de San José del Cabo, en Basse-Californie sur Mexico, cet endroit de choix pour les touristes, grâce à ses plages agréables et son charme naturel, n'avait pas l'habitude d'être le théâtre de situations violentes. Ce lundi est devenu gris quand le docteur Oliotel Suarez craignait que la jeune femme n'ait pas allé à la clinique comme il le faisait tous les matins. Alarmé par ce comportement inhabituel et pour l'absence de réponse à l'appel téléphonique, a décidé de rentrer à la maison pour s'assurer que tout allait bien. À l'intérieur du miroir, rencontrer un scénario effrayant. La médecin de 31 ans qui a consacré ses journées à sauver des vies avait perdu le sien dans des circonstances terribles, et ce n'était pas tout. Son corps avait été placé et abandonné sur le lit, le laissant en vue. Les autorités policières ont été alertées sur le reflet du corps et a immédiatement donné enquête
pour trouver la personne responsable de la crime odieux. Les médias ont répandu la tragique nouvelle. Les dommages causés par la perte d'Ali Jazel dans cette ville est passé au niveau national. Les rues du Mexique a commencé à être occupées par des gens que unis par l'indignation et la douleur, et sortis pour demander justice. Les cas du docteur Ali Jazel Suárez atteint une énorme pertinence dans le pays, parce que votre cas a démontré que le danger est partout et peut même envahir la sécurité d'une maison. Le criminaliste Ali Jazel Suárez est né 19,05 1992 dans une petite ville du sud de l'État de Basse-Californie, appelée Santa Rosalia. Mais pour maintenir son intégrité, très peu d'informations sur sa vie ont été révélées. Leur famille et leurs amis l'a décrite comme une jeune femme gentille et généreuse. On sait aussi qu'elle était fan des réseaux sociaux et qu'il a utilisé ce médium pour partager son humour avec ses followers, leurs fréquentes visites à la plage et le grand talent qu'il avait pour chanter. Mais les vrais intérêts d'Ali Jazel étaient beaucoup plus profonds que ce qu'il a montré sur ses réseaux. La jeune femme avait vocation à sauver des vies et à aider les gens. C'est pourquoi, à la fin de l'école, il était clair pour moi que je voulais étudier la médecine. Embargo sur le péché. Cette décision représentait un défi pour Ali Jazel, comme elle était très proche de sa famille. Et pour la première fois, il devait se séparer d'eux dans sa ville natale. Il n'y avait pas d'université où il pouvait sa passion. Grâce à vos efforts et à votre détermination, je voudrais être diplômé d'un diplôme de médecine à l'Université autonome de Basse-Californie. Et bien qu'il ne se voit pas au quotidien, la communication avec sa famille était constante. Depuis lors, s'est entièrement consacré aux soins de ses patients, comme général à la clinique 38 de l'Institut mexicain de sécurité sociale, à Cape San José. Là, il a dû passer en tant que personnel de santé la pandémie vertigineuse du Covid-19 qui a frappé le monde entier au début de l'année 2020. Selon ses collègues, depuis ses débuts, elle s'est démarquée en tant que professionnelle, livrée à ses patients, qui a exercé ses fonctions avec un dévouement total. Responsabilité et bonheur, mais loin d'être satisfait. Avec toutes les réalisations, Ali Jazel était prête à continuer à grandir dans sa carrière et d'élargir leurs connaissances, aspirer à un avenir proche, continuer à étudier pour se spécialiser en cardiologie à 30 et 1 an. Ali Jazel se préparait à continuer à atteindre tous ses objectifs un à l'avenir professionnel, avec qui j'avais fantasmé depuis que j'étais enfant. Toutes les mesures qu'elle avait envisagé de prendre étaient à leur meilleur. Dans tous les endroits où j'ai travaillé, tout le monde a bien parlé d'elle. Était une personne dévouée à toujours donner le meilleur. Mais en septembre 2023, ses rêves ont été enlevés de sa vie. Pendant la matinée du 18/9/2023, les couloirs, salle de soins de l'Institut mexicain de sécurité sociale, a commencé à se remplir d'inquiétude lorsque les minutes ont été converties en heures. Et le docteur Ali Jazel Suárez a continué à ne pas se présenter à son travail. Entre patient et patient, ses collègues essayaient de la joindre par téléphone. Mais chaque tentative était vaine. Ali Jazel n'a pas répondu, et ce n'était pas sa façon de se gérer. À la fois personnellement et sur le lieu de travail, a attiré l'attention quand la situation est devenue certains de ses collègues de service a décidé de mettre fin à l'inquiétude et à l'intrigue. Allez chez toi, arrivé vers 3h30 dans l'après-midi, a frappé à la porte, mais une fois de plus, le docteur n'a pas compris. Mais ils n'ont pas abandonné, étaient déterminés à retrouver leur ami. En poussant la porte d'entrée,
remarqué qu'il n'était pas verrouillé et, sans trop d'efforts, est entré dans la maison et a fait le tour de tous les coins à sa recherche. En arrivant dans la pièce où dormait Ali Jazel, découvert le pire. Sur son lit, à l'intérieur était le corps du jeune docteur. Choqué par l'état de son ami, immédiatement appelé les autorités policières pour avertir de la découverte effrayante. C'est ainsi que le bureau du procureur général de justice de l'État de Basse-Californie du Sud, vers 03h50 de l'après-midi, a reçu l'appel urgent. Avait trouvé une femme sans vie, dans un appartement situé dans les rues de Tomás Villa et Oceanographie, dans le quartier des Guaymita, avant 6h00. Policiers. Les autorités municipales étaient présentes sur les lieux de l'incident et on a informé le parquet d'ouvrir le dossier d'enquête. Était crucial pour trouver dès que possible la personne responsable du terrible meurtre. Coup sur son corps a montré à première vue que la jeune femme avait fait face à une attaque extrêmement violente. Mais suivant le protocole, la première étape du processus d'enquête était d'envoyer le corps de la victime au service médical, scientifique médico-légal, où l'autopsie correspondante a été réalisée. Les résultats a permis aux enquêteurs du bureau du procureur général de l'État de savoir qu'avant sa finalisation, la jeune femme avait été victime d'abus. Par contre, l'autopsie a déterminé que la cause du décès était une asphyxie mécanique, causée par l'étranglement. Mientras tanto, un exhaustif. Inspection au domicile de la jeune femme pour recueillir des indices possibles, pour les guider vers la personne responsable du crime. Découvert alors qu'il manquait un objet pertinent, le portable de la victime. Autre observation importante des chercheurs était que la porte d'entrée n'était pas forcée, ce qui leur a fait penser que le Colombien était une personne qui connaissait la victime. Puis a commencé à prendre témoignage de l'environnement proche d'Ali Jazel, bien que, comme c'est souvent le cas dans des cas comme ceux-ci, le premier à être désigné comme suspect était un jeune avec qui le médecin entretenait une relation étroite. Les médias l'ont identifié comme étant Javier N. Bien que le suspect ait déjà été détenu, les autorités n'avaient aucune preuve incriminante et auraient dû le libérer. Heureusement, ce trébuchement n'a pas entravé l'enquête. Au contraire, les officiers ont fait un pas transcendantal. Grâce à l'accès des caméras de sécurité qui ont capturé mouvement dans les environs du lieu de l'événement, réussi à obtenir des images du vrai héros et croiser leurs pas. En une vidéo d'introduction, un homme a été vu, cheveux longs et des vêtements sombres et bâclés, qui est monté dans le véhicule appartenant à Ali Jazel. Il a ensuite quitté les lieux dans la voiture. Chercheur a suivi le chemin avec les caméras installées dans la ville et a découvert que le Colombien avait conduit dans un centre commercial. Une fois là-bas, il s'est arrêté au paradis, est sorti de la voiture et s'est rendu à un guichet automatique, puis retiré de l'argent du compte d'Ali Jazel en utilisant la carte de la jeune femme. Évidemment, pendant l'attaque féroce, l'avait aussi forcé à avouer son compte bancaire. Quand il a réussi, il a quitté les lieux. Avant de laisser la voiture abandonnée, il a pris des objets. J'ai attendu que personne ne le voie et je suis parti. Le criminel a été tué grâce à sa maladresse. Caméra ATM a révélé son visage de front et immédiatement a été identifié comme Heriberto N. Un homme de 24 ans. Avec ses preuves, les autorités ont pu obtenir un mandat d'arrêt contre ce sujet, tel que rapporté par l'Institut
agence mexicaine de sécurité sociale en Basse-Californie du Sud, l'auteur présumé du crime du docteur Ali Jazel a été arrêté dans la nuit du vendredi 22, 4 jours après le déjeuner, à quelques mètres de chez lui. L'Institut a précisé qu'il s'agissait du bureau du procureur général. Celui qui a capturé l'assaillant du docteur est déjà en détention, mais il y a une procédure légale où le bureau du procureur général doit contribuer au juge. Les éléments nécessaires pour que le mandat d'arrêt puisse être accordé a rapporté le gouverneur de Basse-Californie du Sud, Victor Castro-Cosio. Les enquêteurs ont également demandé un mandat de perquisition pour entrer au domicile du détenu. À la recherche de preuves plus incriminantes, dès que le juge les a autorisées, les détectives ont fouillé les lieux et ont découvert, entre autres preuves qui n'ont pas été divulguées, que le téléphone de la victime était là, Heriberto N. a été envoyé aux capsules de la direction de la sécurité, San José del Cabo et Poste. À la disposition de la justice, il a reçu l'ordre de détention provisoire et les chercheurs ont eu 6 mois pour rassembler des preuves suffisantes pour le traduire en justice depuis l'arrestation du meurtrier présumé et la révision de l'appareil qui appartenait à Ali Hazel. Plus de détails sur le crime odieux ont été révélés. Grâce à une recherche intensive, on a appris que le samedi soir 6 septembre, le jeune homme avait rencontré un ami pour une promenade, profitant du fait que j'avais du temps libre. Pendant le week-end, d'abord, était dans une cantine sous-nommée Brewing. Et puis ils ont visité un bar de la rue du Centenaire, appelé Le Flux. Après quelques heures, et fermant la nuit, chacun est rentré chez lui par divers moyens. Entre tôt le dimanche et le lundi matin, Ali Jazel a commandé de la nourriture via une application de livraison. Le livreur a laissé sa commande et est parti. Quelques minutes plus tard, Heriberto a frappé à la porte. Et dès que le docteur a ouvert, s'est jeté sur elle pour la maltraiter, l'assassiner et la voler. La reconstitution de l'événement a été rapportée par le chef du bureau du procureur général de justice de l'État de Basse-Californie du Sud, Daniel de la Rosa Naya, par le biais d'une conférence de presse qui a eu lieu le 25 septembre. Parmi ces paroles, une histoire a été publiée, ce qui a encore alimenté l'indignation de la population. Comme l'ont révélé les autorités, l'agresseur présumé connaissait le docteur Heriberto. Non seulement vivait dans l'appartement à côté de celui de la jeune femme, mais aussi, il y a quelque temps, avait travaillé comme brancardière dans le même hôpital qu'elle. Un autre fait important qui a pris de la pertinence, merci au témoignage qu'il a partagé. Une femme, via son compte Facebook, c'était il y a des années, le suspect avait été signalé pour harcèlement et menaces. Le plaignant a dit qu'auparavant elle et avaient travaillé ensemble et elle a subi un harcèlement constant par chat, des réseaux sociaux. En l'absence de réponse, le jeune homme a créé de faux profils et a insisté pour la contacter. A dit que pendant 2 ans, il a vécu dans la peur. L'intégrité physique du sujet était une attaque, puisque parfois, l'a même menacé en lui envoyant des photos d'une arme à feu. Dans les messages qu'il a assuré que si je ne voulais pas parler gentiment, alors ce serait la manière difficile. À ce moment-là, la femme s'est approchée des autorités policières pour faire plainte, mais n'a pas trouvé l'aide qu'il attendait. Au contraire, ses motivations ont été écartées. Je ne vois aucun sourire. Et quelqu'un qui joue juste à le bloquer. Et c'était la réponse que lui ont donnée les officiers en charge de... Après la nouvelle du crime du docteur Ali Jazel Suarez, la femme a décidé de dire
ce que j'avais dû vivre des années auparavant, quand il a croisé le chemin de ce sujet, parce qu'il considérait que la mort d'Ali Jazel aurait pu être évitée si votre plainte avait été suivie des faits. Depuis que le corps du docteur, de nombreux collectifs féministes, membres autoconvoqués et personnels de santé ont été unifiés pour planifier une série de manifestations dans les rues de San José del Cabo pour exiger justice et la peine maximale pour le fémicide. La première manifestation s'est tenue le 20 septembre. Des centaines de personnes a défilé de l'Institut mexicain de sécurité sociale où la jeune femme a travaillé jusqu'à la place Mijares. Parmi les chants en colère, les slogans se sont démarqués. Pas un de plus, pas un de moins. Et justice pour le docteur Suarez. Candampalou. Participants menant les marches, ceux-ci ont commenté leurs préoccupations dans l'affaire. Nous voulons que notre voix soit entendue, que l'atrocité qu'ils ont faite à notre collègue ne restait pas impunie. Nous n'en voulons plus. Pas une femme de plus tuée à Los Cabos. Et dans toute la Basse-Californie du Sud, la marche la plus récente, c'était 19/5/2024 de se souvenir d'Ali Jazel Suarez. Le jour de son anniversaire, leurs proches a invité la population à marcher à la mémoire de la jeune femme. Le jour où il aurait eu 32 ans, les manifestants a déménagé du parc Cuauhtémoc à la cathédrale Notre-Dame de la Paix, où une messe a eu lieu en son honneur à 20h. L'un des frères et sœurs du docteur a expliqué que l'intention de la marche était d'exiger que les autorités la peine maximale pour l'accusé dans le fémicide de sa sœur. Heriberto avait un public intermédiaire le lendemain dans le bâtiment du centre de justice, prison de San José del Cabo. Bien que la famille, nous disons Sumo, le respect des informations divulguées aux médias parce qu'ils veulent préserver la vie privée d'Ali Jazel. Et parce que l'enquête est toujours ouverte, les autorités n'ont pas divulgué plus de détails sur l'affaire. Bien que les dommages soient irréparables et sa perte irréversible, leurs proches s'attendent à ce que l'accusé ait besoin de la peine maximale sur toutes les accusations portées contre lui, fémicide. Du docteur, Ali Jazel Suarez a été la deuxième en Basse-Californie du Sud et Lando 20 titrait. Le premier s'est produit tôt le matin du 29 mars. La victime a été identifiée comme étant Montserrat N. 32 Hands, originaire de l'État de Durango, a été assassiné dans un centre communautaire de la colonia, Passion and Pace. Par la suite, le Colombien transféré, son corps, et l'a abandonné à proximité d'un ruisseau. Les restes ont été retrouvés à l'intérieur d'un véhicule abandonné dans les buissons. La personne responsable a été identifiée comme Omar N, qui a plaidé coupable et a été condamné avec le bénéfice d'une réduction de peine, a finalement écopé d'une peine de 30 ans de prison. Les féminicides et la violence contre les femmes forment une forme de partie de l'un des problèmes les plus frappants de notre temps, à la société mexicaine. Et loin de descendre, est un problème croissant. Le cas du docteur Suarez a clairement indiqué que les meurtres peuvent être évités si les premières plaintes sont traitées, mais aussi ce danger peut habiter l'appartement d'à côté, sur le lieu de travail, et qu'une victime n'est jamais responsable de sa mort. Don Sugey Salgado Dávalos jouait avec leur dans le quartier Omex, à Tijuana, Baja California. Elle avait 20 ans et était mère d'un garçon de 3 ans. Le chemin qu'ils avaient, allumé pour contribuer à la subsistance du ménage, était la vente d'articles via Internet, surtout les vêtements. Et les vêtements, Dana faisait les livraisons elle-même. Chaque fois ce qui est possible.
et avait une clientèle stable dans la région de sa maison. The 30th of March, 2020 verse 16, age 30, a quitté son domicile pour livrer une commande qui, heureusement, était très proche, juste une rue de votre résidence. Les heures ont passé et Dana ne s'est pas présentée. C'était la dernière fois qu'elle a été vue vivante. Les criminalistes de la nuit, le dernier mot sur Dana Salgado était qu'il a quitté son domicile pour livrer une commande à un nouveau client que je ne connaissais pas. Mais il n'y avait aucune raison de prendre des précautions supplémentaires. La maison où les marchandises devaient être livrées était à environ 200 mètres de la maison qu'il partageait avec la sienne. Pour cette raison même, quand les minutes se sont transformées en heures et Dana n'est pas revenue, l'inquiétude augmentait pour devenir un vrai désespoir. Tenezles, la mère de la fille disparue, a contacté la police et en même temps a commencé à visiter le quartier, interroger toute personne qui aurait pu la voir. Alors qu'il répétait à maintes reprises la description de sa fille, a donné un témoignage qui a mis les choses sous un nouveau jour et mènerait à l'enquête policière. Prendre l'incertitude comme une question urgente, Dana aurait été interceptée et surpris par au moins 2 individus qu'il a forcé par la force à monter dans une voiture, une berline colorée. Cerisier, qui a quitté le quartier au Mex avec la jeune femme à bord, secondes plus tard. Mais il n'y avait plus de données, le professeur n'était pas connu. Ni le modèle précis de la voiture, il n'y avait pas non plus de description des TPR suffisamment détaillée pour faire un portrait robot. Tout était mécanique. Les autorités ne sont pas allées plus loin que la mère de Dana. La jeune femme semblait avoir disparu dans les airs et il n'y avait pas assez d'indices. Prendre une direction précise pour la recherche. La confusion et le désespoir ont suivi des chemins parallèles au fil des jours. La famille a décidé de choisir de se tourner vers la communauté et sont descendus dans la rue pour le démontrer en plus. A été accompagné d'une campagne à domicile énergique, auquel, petit à petit, la communauté rejoignait. L'image de Dana Sugay a été imprimée et placée dans toute la ville. Copie de votre photo et de votre description a commencé à circuler de main en main. Et le peu que l'on savait de son grand-père a été publié et reproduit dans tous les réseaux sociaux. À ce moment-là, c'était quand la famille Salgado d'Avalos a découvert qu'elle n'était pas seule. La recherche a été rejointe par le collectif Nous sommes tout, Eric Carillo. Ce groupe a été regroupé en 2019 suite à la disparition d'Eric Carillo Alamo, 19 Hands, qui a été vu pour la dernière fois en quittant une discothèque à Tijuana. Son père, Eddie Carillo Lopé, a créé le collectif de recherche. Nous sommes tous Eric Carillo. Ce regroupement volontaire traverse les collines du canal, l'eau de déchets, et distribuer des dépliants ou accrocher des bannières et des défilés pour collaborer à la recherche des personnes disparues. On rejoint l'enquête sur plusieurs cas. Et jusqu'à 2020 avaient aidé à localiser près de 650 corps et plus de 250 personnes en vie. Cela signifiait une avancée potentielle. Le collectif de recherche Nous sommes tout, Eric Carillo, est l'une des organisations civiles les plus importantes, au point d'avoir été la cible d'au moins 7 attaques, harcèlement policier et un grand nombre de menaces, du trafic de drogue et du crime organisé, en particulier ceux liés à la traite des êtres humains. En 2022 a été créée en tant que fondation, et ses actions ont été étendues à d'autres États. Avec environ 450 membres à cette époque, tous les moyens disponibles ont été mis en œuvre
pour la recherche de Dana Sugay, la disparition de la jeune femme a été diffusée par plusieurs médias, locaux et nationaux. Les recherches se sont concentrées sur la zone voisine des collines, où auparavant, plusieurs corps enterrés avaient été retrouvés, mais malgré ces mobilisations, n'ont pas été trouvés signe d'elle, ni vivante, ni de son corps. Près de 8 mois s'étaient écoulés depuis la disparition de Dana. Un groupe de recherche concentré sur Boku, terrain vague, près du domicile de la jeune femme. C'était une assez grande propriété, où le seul signe d'urbanisation est un terrain de football communal, sans éclairage ni clôture, mais au même endroit, en 2019, avait été localisée une tombe impromptue et le corps d'un homme. Après une recherche approfondie, le premier indice concret est apparu. Angelito Ramirez, représentante et porte-parole du groupe Une Nation qui vous cherche, ont dit qu'ils avaient trouvé les documents de Salgado Dávalos et ça a été arrangé pour les soumettre aux autorités pour analyse. La découverte de la documentation personnelle de la fille a relancé l'affaire. Et le samedi 24 octobre, une recherche massive de volontaires a été organisée. Les autorités de recherche collective et les médias qui diffusent en direct le déploiement. Près de 200 personnes. Ils ont couru à travers les collines avec des ruisseaux à bétail, des charges clandestines et des lots abandonnés pour trouver des pistes, pour savoir où se trouve la jeune femme. Mais malgré la recherche inlassable, aucune nouvelle indication n'est apparue. Dans une scène angoissante, les parents de la fille est allé dans un groupe de maisons abandonnées. Depuis des mois maintenant, des informations anonymes leur avaient indiqué qu'à cet endroit trouverait une réponse. Mégaphone à la main, les proches de Dana ont visité les maisons abandonnées. En criant après la jeune femme, ils ont également demandé la permission aux résidents des environs pour entrer chez eux. Et bien que toutes les portes leur aient été ouvertes, à la fin d'une journée épuisante et angoissée, les choses se passaient toujours comme elles étaient au début. Ils n'avaient que la documentation de Dana et une fausse piste. Et le mécontentement face aux actions de la police commençait à devenir public. Puisqu'il a demandé la présence des autorités, quand les voisins ont envahi la zone de la propriété, mais ceux-ci ne sont pas apparus. Le cas de Dana Sugay était une constante dans l'actualité et les réseaux sociaux. Malgré le temps qui a passé, l'insistance de la famille et la participation des groupes de recherche avaient maintenu leur réputation comme une affaire continue. Mais les réponses, au moins certains d'entre eux, ne viendraient pas directement de là quand ils s'y attendaient le moins. Un appel téléphonique donnerait une tournure des événements de 180. Le mardi 8 décembre, pendant la nuit, la famille Salgado Dávalos a reçu un appel anonyme. Un appel venant de la personne la plus indésirable, mais cela apporterait des réponses, qui a communiqué a dit est lié à l'enlèvement de Dana Sugay et fournit des informations précieuses, a dit qu'il laisserait une marque. Pour qu'il puisse localiser le corps de la jeune femme, la marque serait placée près de l'endroit où ils avaient trouvé leurs documents 1 mois plus tôt. La mère de la jeune femme a déclaré hier soir, le 8 décembre, on m'a appelé. Au début, je pensais qu'il n'était qu'une autre personne anonyme, mais à cause du ton de la voix et les choses qu'il m'a dites, j'ai fait attention à lui. Il m'a dit, nous allons lui laisser le signal d'avoir sa fille. Dès que l'ingénieur a coupé la communication et l'un des oncles de la jeune femme a couru vers le terrain vague, rencontrer, comme l'avait dit la personne anonyme, un signe indubitable, dans un pieu coincé dans le sol. Il y avait une veste de fille rose, avec des imprimés de fleurs blanches.
Dans la matinée du 9 décembre, la famille Salgado a de nouveau demandé le soutien du collectif Nous sommes tous, Eric Carrillo, pour les assister dans l'excavation du « Le signal laissé par le prétendu était exact ». Ça n'a pas pris plus de quelques minutes, jusqu'à ce que les membres de l'organisation, avec le corps d'une femme, apparemment, avaient été enterrés sous une couche de chaux. Il était donc impossible de le reconnaître sur le site. Le corps a été enlevé, et bien qu'il n'y ait pas trop de doute à ce sujet, un test ADN doit être effectué pour établir définitivement que les restes étaient ceux de Dana Sugey Salgado. Je sais qu'elle est ma jolie fille. Je n'ai pas besoin d'être testée. Je sais que c'est à propos de mon bébé, la mère s'est exclamée quand elle a vu comment il déterrait. Le corps de sa fille, c'était la première déclaration que la mère de Dana fait après la découverte des restes dans le terrain vague, à côté de la maison de jouets de la victime, et immédiatement avait du sens. Demande au bureau du procureur d'accélérer les tests ADN afin de pouvoir récupérer les restes de sa fille, afin de enterrarles 13 décembre. Test de laboratoire médico-légal avait découvert, et les autorités ont confirmé aux médias et à la famille que c'était Dana Sugey. Même si une partie de la route était terminée, la famille Salgado d'Avalos avait un long chemin à parcourir. Une fois en possession de la dépouille mortelle de la jeune femme, sa mère a appelé la population au service funèbre, a également réitéré sa gratitude à la communauté pour accompagner la famille pendant les 9 mois que Dana manquait et pour avoir collaboré à sa recherche de « Les funérailles ont eu lieu » pendant la pandémie de coronavirus, Ettenling. Il a été diffusé en direct et en ligne pour éviter les agglomérations, même si tout semblait d'avoir été à la fin d'une étape de plus, liée à la tragédie émotionnelle de la famille. Cette situation ne durait pas. Bien que ce fût encore une fois un dur revers pour les membres de la famille et le cercle étroit de la jeune femme assassinée, parce que peu de temps après, la recherche a franchi une étape définitive vers la clarification, mais dans certains des circonstances qui ont indigné profondément à la mère de Dana, était un événement qui a surpassé les parents de la jeune femme, puisqu'ils avaient auparavant reçu des constantes menaces anonymes. Mais tout semblait indiquer qu'ils venaient des responsables de la mort de sa fille. En mars 2022, Sugey Salgado a reçu le lien sur son portable à une publication indiquant qu'il avait été lié à une personne de sexe masculin avec le crime de Dana. Personne liée à la poursuite ou à la division des homicides avait communiqué avec la famille. Sugey Salgado a été très mal accueilli. À ce moment-là, a déclaré qu'il n'a pas pu attester de la véracité de l'information, jusqu'à ce qu'une autorité responsable communiquera avec elle pour corroborer ce qui circulait dans les réseaux. Aussi, je voudrais que l'accusation leur assure qu'ils ne se présenteraient pas à aucun risque, comme les menaces qu'ils aient entretenues comprenaient des informations précises sur la famille et sa haine. J'avais peur qu'ils tentent, contre la vie d'un des membres du groupe familial. Au milieu des interjections et la femme lui a demandé une chaîne, ce qui, Dana, au moment de son enlèvement, était un cadeau qu'il avait reçu pour son 15e anniversaire et qu'il n'a jamais été enlevé, mais il a été retenu comme preuve depuis que le corps a été retrouvé en décembre 2020. Enfin, le bureau du procureur général de l'État a publié un bulletin informant qu'un suspect avait été jugé, identifié comme Christian N. Acaleguerito, pour le crime d'enlèvement commis au détriment d'une femme en mars
2020. À Tijuana, dans le dossier d'enquête, il a déclaré que vers 14 du 30/3/2020, l'accusé et 5 autres hommes privaient la victime de sa liberté en dehors de la loi du marché. Situé dans le lotissement de Los Val, delle Gato Natura. Mais l'accusé a été inculpé pour l'enlèvement de la jeune femme et pas pour son meurtre, bien que les autorités établissent qu'il avait agi avec 5 complices. Ceux-ci ne sont pas comptabilisés. Après l'avoir violée physiquement et l'avoir soumise à la torture, la jeune femme a perdu la vie à cause des blessures causées par ces hommes. Était alors qui a procédé à la clandestinité des restes, à proximité d'une route de campagne, d'un côté de l'avenue Palma-Real, dans la subdivision des vallées. Je crois en la justice de Dieu, il y a les faits. Je n'ai pas besoin d'aller voir le visage des jouets de ma fille. Enfin, elle, ma famille et moi, allons nous reposer. Que la personne qui lui a fait du mal paie pour ça, je déclare plus tard la mère de Dana. Le héros de ces années avait fait dents dans la famille, au point d'affecter leur santé. Le père de Dana, José Antonio Salgado, est tombé dans une profonde dépression qui l'a détérioré. Votre santé globale, au point où sa fille et son mari n'a pas pris en charge les soins du fils de Dana, qui est sous la tutelle de son paternel. Plus de 2 ans après la disparition et le meurtre de la fille, sa mère insiste, dans lequel avance du point 0 au rejet du corps de sa fille, était un mérite exclusif de la participation de l'organisation Nous sommes tout. Eric Carrillo et la communauté solidaire de Tijuana. La crise de la violence au Mexique n'a pas cessé de grimper depuis fin 2006 chaque année. Les chiffres des meurtres et des crimes violents sont dépassés en ce qui concerne le précédent. Rien que sur 2019, il y avait des enregistrements de 34 582 homicides intentionnels et un chiffre de 79 724 personnes est porté disparues ou non situées dans le pays. Ce sont des chiffres officiels, ainsi que ceux de Basse-Californie, où la Commission nationale de recherche a signalé 275 personnes disparues dans l'État entre janvier et octobre 2020. Un total de 200 des femmes ont été assassinées en Basse-Californie. Les crimes de Dana Sugey Salgado Dávalos est l'un des nombreux qui s'additionnent mois après mois. Documents officiels, procédures judiciaires sont souvent considérablement retardés en tenant compte de l'encombrement des tribunaux dans le domaine de la recherche et la poursuite des crimes violents. La Basse-Californie est arrivée se positionner comme le second État avec le plus grand nombre de féminicides du pays, auxquels il a été annoncé n'ont pas encore été réalisés. Nouvelles arrestations dans le cadre de l'affaire Dana. Pas plus qu'une décision n'a été rendue dans les procédures dues jusqu'à présent. Un seul impliqué qui a été traduit en justice. 19/3/2014, la police de la ville de Guamuchil, située à Sinaloa au Mexique, a reçu un appel d'urgence. De l'autre côté de la ligne, la voix brisée d'un père pouvait être entendue demander aide pour sa fille. Les agents ont déménagé à la maison. Située dans le fraccionamento Las Fuentes, une fois sur place, à noter que les portes d'entrée étaient ouvertes uniformément égalées et montées au 2e étage, où ils ont trouvé l'homme à qui ils avaient parlé. À côté de lui se trouvait sa plus jeune fille, qui n'avait pas plus de 10 ans. Les deux ont pleuré inconsolablement. Atteint les policiers à un morceau, le corps d'Annelle était déjà sans vie à l'âge de 16 ans. Avait reçu plus de 60 blessures. La nouvelle s'est répandue rapidement et tous les
les habitants de la ville ont découvert ce qui s'est passé. Personne ne pouvait comprendre qui avait pu prendre la vie d'une si jeune fille. Et plein de rêves, le criminaliste de la nuit, Anel Baez Alvarez, est venu au monde 17 ultra 3900 enfants dans la ville de Huamuchil à Sinaloa, au Mexique, était la deuxième fille d'Ede Alvarez et Hugo Baez. Son frère aîné Omar, quelque temps plus tard, la famille a été complétée par le petit Aïdé. Pendant son enfance, Anel n'a eu aucun problème majeur. Même si elle était une enfant introvertie, une fois qu'il a gagné en confiance, il a démontré. Toute sa grâce et son charme étaient très agités. J'ai toujours essayé d'amuser ses proches. Son père était tailleur et sa famille était membre du... jouissait d'une bonne position économique, était très unis et heureux. Toute cette joie s'est évaporée quand, au début des années 2010, sa mère a reçu un diagnostic de cancer. Les enfants ont dû grandir rapidement pour pouvoir prendre soin d'elle. Après cette grande bataille contre la maladie, Aidé est décédé en 2012, la famille a été dévastée, mais ils n'ont jamais abandonné. Ils se sont appuyés l'un sur l'autre dans la douleur et ont collaboré pour que la vie continue. Être aussi agréable que possible, la tragédie a réuni les deux. Qu'ils allaient jusqu'à tout se dire s'ils étaient tristes, s'ils avaient des problèmes ou des préoccupations. Anel, pour sa part, a continué à être la fille, rire et amicale comme toujours. J'aime une grande passion pour la danse et la musique. Au moment où il est entré au lycée, Anel était devenue la fille parfaite, fait toutes les corvées de la maison. A cherché sa petite sœur à l'école et a sorti bonne note. L'une des choses qu'il aimait le plus. Cuisiner pour sa famille, les desserts étaient sa spécialité, mettait aussi de côté sa timidité et est devenue l'une des filles les plus populaires de l'école. A formé un groupe dans lequel il a joué le rôle de chanteur. Sa chanson préférée était une ballade appelée « Amour éternel ». C'est en même temps qu'il a rencontré le futur, sa meilleure amie. Au moins pendant un certain temps, son nom était Erandi Elisabeth Gutiérrez. Est devenu inséparable, était un duo explosif. Tout le monde les admirait et les considérait comme les filles les plus populaires de l'école. Une partie de leur amitié a été démontrée dans les publications Facebook 14, 10, 2012. Anel a téléchargé une photo d'elle et de Gérandi, où il a exprimé à quel point sa grand-mère l'avait rendu heureux. Remercier Dieu pour l'opportunité de l'avoir dans sa vie. Plus qu'un ami, je la considérais comme une sœur. Pour un temps, tout était parfait, mais au fil des mois, la situation a changé. Malgré le même âge, les personnalités des deux ne pourraient pas être plus distinctes. Alors qu'Anel s'est montrée être une fille douce à qui j'ai adoré les chansons d'amour et de passage. Tant avec sa famille, Erandi vivait dans un environnement instable et était de plus en plus attiré vers quelque chose appelé culture narco. Cette tribu urbaine était également connue au Mexique sous le nom de Buchonada. Erandi, constamment assisté à des événements de ce type de musiciens, comme celui qui a donné le calibre 50 lors de la clôture des festivités du carnaval. Guamuchil 2014 a également eu une position politique très claire, à une occasion, a partagé sur ses réseaux sociaux qu'il était allé à une marche en soutien à Joaquín El Chapo Guzmán. Posté sur son compte Twitter, « Marche pour faire connaissance avec Chapito. Nous devons nous unir » à cette grande cause, suivie d'une photo. Contrairement à son ami, Anel n'exprimait généralement pas son idéologie sur les réseaux sociaux
Elle n'était pas non plus d'accord avec les gens de son ami, prise en charge. Cela a entraîné une augmentation de la distance entre eux, de plus en plus dans 2-14 les deux. Est entré au lycée, Guamuchil de l'université autonome de Sinaloa. Mais on ne les parlait presque plus. Chacun a formé son propre groupe d'amis. Anel a commencé à voir Melissa, Karim Emmanuel et Maria José. Tous ses amis, ils préfèrent un style de vie plus similaire au sien. L'a suivie partout et l'a admirée. Maria José, qui la connaissait depuis l'école primaire, la considérait comme la mère du groupe. Anel a adopté ce rôle et a toujours été attentive à tout le monde, était extrêmement mature et correcte, bien qu'il se soit éloigné de l'Erandi. Anel n'a jamais dit à son père ou à ses frères et sœurs d'avoir combattu avec elle. Pendant la même période, la fille a commencé à se comporter étrangement. Sur les réseaux sociaux, sur son compte Twitter, a publié des messages sans destinataire. Certaines étaient des filles enceintes de 13 ans, filles de 13 ans avec des substances. Et ma mère est bouleversée parce que j'ai assassiné mon ex et je l'ai enterré dans le jardin de ma maison, où le sort des vivants que les défunts en vient. Ces premières phrases, ils n'avaient pas de sens. Je les finirai à partir de forums ou de chansons, mais au fil des mois, certains messages ont commencé à ressembler à des menaces. 5/2/2014 a écrit. Je vais t'enterrer avant que cette année ne passe, 23 du même mois. Je peux sembler très calme, mais dans ma tête, je t'ai finalisé au moins 3 fois. Et à la fin de la journée, ça remplit mon esprit d'idées. Quelques jours plus tard, il a écrit « C'est une bonne chose que personne n'écoute ce que je pense. Et demain sans faute, les publications n'ont pas cessé et est devenu de plus en plus méfiant. 3 mars, Erandi a écrit peu, être pas maintenant ou demain, mais bientôt, je t'assurerai. Alors je ne dis rien, mais dans mon esprit, j'ai déjà anéanti ton esprit. Le dernier daté du 6 mars, quand il a mis « ça va vraiment me désespérer ». Personne autour de lui ne savait à qui ces menaces s'étaient dirigées. Néanmoins, des rumeurs ont surgi. Selon des rumeurs, de nombreuses personnes à l'école, qu'elle était en colère contre Anel parce qu'ils n'étaient plus amis, même accusés d'être jaloux d'elle. Parce que tout le monde le voulait, Anel n'était pas inquiet pour le agir dans les réseaux de son ami, a fêté son anniversaire avec une grande fête. Elle portait une robe rose et était la star de la nuit. Tout semblait être parfait dans sa vie, jusqu'au 19 mars 2010. Il a échappé à l'inquiétude de sa famille. Hugo a reçu un appel de l'école fréquentée par Aidé. Sa plus jeune fille, on lui a dit que la bague ne l'avait pas ramassée comme il le faisait. Au début, l'homme n'était pas inquiet. Je pensais qu'elle s'était peu, être endormie, ou qu'il était avec ses amis à étudier, est allé directement chercher la petite fille. En conduisant, a décidé de téléphoner à Anel pour voir s'il allait bien, mais n'a pas de réponse. Embargo sur le péché. Je pensais qu'elle était probablement embourbée dans un sommeil profond. Une fois qu'il a aidé, a essayé de communiquer à nouveau avec Anel mais sa fille est restée sans réponse. J'ai composé le numéro plusieurs fois et rien n'a commencé à être dérangé. S'est rendu à son domicile situé dans le lotissement Les Sources. Une fois sur place, ils ont vu quelque chose qui a attiré leur attention. La porte d'entrée était grande ouverte. Marche continue et a remarqué que la deuxième porte n'était pas non plus fermée. À l'arrivée dans le hall principal, observé que certains objets avaient été déplacés vers un autre endroit. Je pensais que ça aurait pu être un vol. A commencé à nommer Anel et la cherche désespérément partout dans la maison. Non seulement il n'a pas répondu,
mais ils n'ont pas pu le trouver non plus. Enfin, arrivés dans sa chambre, ils ont essayé d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. Ils ont trouvé cela extrêmement alarmant. Frappé à plusieurs reprises, mais Annelle n'a pas ouvert. Hugo a réussi à enfoncer la porte, mais ce qu'il a vu quand il est entré dans la pièce a coupé le souffle. Le corps d'Annelle gisait sans vie sur le sol. Avait beaucoup de blessures et autour de lui. Il y avait des taches de sang. Ils ont rapidement appelé la police, qui était bientôt présent à la maison. Voir la scène sur place. La première chose que les agents pensaient était qu'il était un homme avec une grande force, ou un groupe de personnes. Bien qu'il y ait des taches de sang dans la pièce, elles étaient très peu. Il était clair que l'assaillant avait essayé de les nettoyer. Le médecin légiste a confirmé qu'Annelle avait clairement reçu un total de 65 coups de couteau. C'était une attaque personnelle, quelqu'un qui avait beaucoup de haine pour lui. Les portes et les fenêtres n'avaient pas été forcées. Alors les détectives, ils ont compris que Ring connaissait l'agresseur et l'avait laissé entrer. Et ils ont même pensé que j'aurais pu accepter de te voir ce jour-là, mais quand ils ont inspecté son portable, ils n'ont rien trouvé. Annelle n'avait invité personne chez lui, probablement. Ça avait été une rencontre fortuite, comme il n'y avait pas de caméra de sécurité dans la zone, a décidé d'interviewer les voisins. Plusieurs de ces personnes ont déclaré avaient vu une adolescente mince quitter la maison, aux cheveux noirs. Ces déclarations limitaient la liste des mères. Ils ne cherchaient plus un homme ou plus d'une personne, a commencé à interviewer le cercle proche d'Annelle. Mais tous les parents avaient des alibis solides. Ils ont aussi dit qu'ils n'avaient pas d'ennemis et qu'elle était une fille très chère. Il n'est pas venu à l'esprit de ceux qui pourraient vouloir lui faire du mal. Cependant, le lendemain, une publication sur Facebook, l'intérêt des agents. Et Randy a écrit à quel point qui souffrait de la perte d'Annelle. Certaines personnes lui ont présenté leurs condoléances. Mais d'autres ont commencé à la désigner comme la meurtrière, rempli le message de commentaires, l'attaquer en disant qu'elle était coupable du crime, et Randy a supprimé son compte Facebook. Mais il était trop tard. Les agents ont convoqué plusieurs amis d'Annelle pour les interroger sur le lien entre les deux filles. Tous ont dit qu'ils s'étaient distancés et qu'il était évident que Randy était jaloux d'Annelle pour être plus populaire. Après les interrogatoires, les détectives sont entrés dans le compte Twitter d'Randy et j'ai vu tous les messages, menaçant qu'il avait écrit des mois plus tôt. Mais ce n'était pas la seule chose la veille. Quelques heures après la mort d'Annelle, la fille a posté « Je suis un imbécile. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Bien que les tweets n'aient pas de contexte, tout s'emboîte. Et Randy a été désigné comme le seul suspect du crime. Cette information est gardée secret, comme il craignait que la jeune femme s'est enfuie avant d'être capturée. Les agents ont furtivement attendu le bon moment. L'affaire est devenue si médiatique que des centaines de personnes, en réponse à la célèbre maison funéraire dans la ville de Huamushil, pour dire au revoir à Ring, ami de la famille. Les professeurs et les camarades de classe pleuraient et s'étreignaient. Personne ne pouvait croire qu'une si jeune fille était décédée, malgré le fait qu'il y ait une grande pénurie de personnes. 2 personnes se sont démarquées avec leur entrée, c'était et sa mère. La jeune femme est arrivée sur les lieux, la tête baissée, ses longs cheveux noirs couvraient une grande partie de son visage. Tout le monde a été frappé par sa tenue pendant la saison chaude. La fille portait un sweat à capuche et une manche longue couvrant ses mains semblait essayer de cacher quelque chose. Elle et sa mère se sont approchées pour présenter leurs condoléances à la famille, puis s'est assis près du cercueil où reposaient les restes d'Annelle.
La mère de Brandy s'est approchée du cercueil, mais elle est restée dans un coin. À aucun moment il n'a levé les yeux. Tous présents a commencé à parler et à la regarder avec un mauvais visage. A commenté à quel point elle était visiblement désemparée. Minutes après son arrivée d'eux, les agents l'ont approchée et lui ont demandé de la manière la plus appropriée, furtivement possible, de les accompagner au poste de police. La fille n'a pas résisté avec les autorités pendant qu'ils développaient, mais une fois au poste de police, l'interrogatoire a commencé. D'abord, il a dit qu'il était innocent, mais après plusieurs questions, réussit à casser, soulever le sweatshirt et à montrer les marques de rayures et d'ecchymoses qu'il avait sur les bras et le torse, a admis qu'Annelle lui avait causé ses blessures alors qu'il essayait de se défendre, a entrepris de raconter toute l'histoire du terrible crime en décembre 2013. Annelle a téléchargé une photo avec Erandi dans laquelle on pouvait les voir s'embrasser, souriant et à moitié nus. Erandi n'a pas du tout bien pris ça, puisqu'il l'avait fait sans son consentement. Lui a demandé de supprimer la publication, mais Annelle l'a ignoré. Enfin écoutez, mais il était trop tard. La neige avait été ruinée pour toujours. Après cela, ils ont pris leur distance. La situation s'est aggravée lorsque l'un des camarades de classe du lycée l'a dit à Erandi qu'il était en possession d'une photo de lui, fille très compromettante. A supposé que c'était l'image qu'il avait téléchargée, aspirée depuis des mois. Depuis lors, a commencé à réfléchir à la façon de se venger. Mientras tanto, ripostait sa colère sur Twitter. Jusqu'à ce qu'à la fin, il n'en puisse plus. 19/3/2014, Erandi a posté sur son compte Twitter « Il y a 7 millions de personnes dans le monde, et je n'en aime que 3. » Par la suite, a posté qu'il jouait à un jeu sur son portable, appelé Teeny Bird, puis direction la maison d'Annelle, dans la subdivision Les Sources. S'est présenté à sa porte avec 2 glaces. Et un sourire d'une oreille à l'autre lui a dit qu'il voulait arranger les choses et qu'elle voulait redevenir son amie. Annelle a accepté volontiers de la laisser le passer chez lui. Je lui ai même dit de monter pour discuter dans sa chambre, située au 2e étage, comme au bon vieux temps, une fois que j'y étais. A commencé à bavarder et à manger la glace. Quelques minutes plus tard, Erandi lui a proposé de regarder un film. La moitié lui a dit qu'il allait aux toilettes. Lui a demandé de ne pas le mettre en pause. Je ne suis pas allé aux toilettes, mais je suis descendu au 2e étage. Entré dans la cuisine et un couteau tranchant, je suis retourné dans la pièce avec le pistolet, caché parmi leurs vêtements alors qu'ils entraient. J'ai vu Annelle allongée sur le lit, dos à la porte, profiter de la négligence, a sorti le couteau et a commencé à la poignarder 65 fois. Ring a essayé de se défendre en la grattant, l'a poussée et l'a frappée, mais n'a pas pu le battre. A perdu trop de sang et est tombé au sol sans vie, après avoir commis le terrible crime. Erandi a commencé à s'impatienter. Je savais que je devais agir rapidement, car la famille d'Annelle allait bientôt rentrer chez elle. J'ai trouvé tous les chiffons de la maison, d'essayer de nettoyer le sang, mais c'était inutile. N'a réussi qu'à en frotter une partie, et finalement aller dans la salle de bain et s'est lavé mains et maîtres. Vêtements qu'il avait sortis du placard d'Annelle, verrouillé la porte de la pièce, laissant-le dans le corps de son ancienne meilleure amie, puis s'est enfui, gardé les portes d'entrée grandes ouvertes. Après avoir entendu cette version des événements, les proches d'Annelle ont explosé de colère. Ils savaient que la photo était un mensonge. La jeune femme était incapable de faire quelque chose comme ça, ne correspondait pas à sa personnalité.
Ses amis ont dit qu'ils n'avaient jamais vu cette image, que puisque les deux filles sont si populaires, elle, il était impossible qu'il ne se soit pas propagé. Quelqu'un l'aurait téléchargé. Tous ont indiqué que le véritable mobile du crime n'avait été ni plus ni moins que de l'envie, mais la raison n'avait plus d'importance. Et Randy était le seul suspect du crime. A été officiellement accusé du crime d'homicide. Le procès a été rapide. 4 agents l'ont escorté à la salle de l'agence du parquet, spécialisée dans la justice pour adolescents. Après une audience d'1 heure et demie, a été reconnu coupable, bien qu'il soit clair qu'il avait agi avec préméditation et que le meurtre avait été trop supportable. Comme il n'avait que 6 ans, l'a condamné à 7 ans de prison, transféré vers un centre d'internement pour adolescents situé à Culiacán, Sinaloa. La famille Danel. Je pensais que tout s'est retrouvé là, que justice avait été rendue, mais ils avaient très tort. La défense a interjeté appel. Depuis que le procès avait eu lieu à Culiacán, cela avait été incorrect, parce que le crime avait été commis dans la juridiction de la ville de la Mojis. L'affaire a atteint les tribunaux de la collégiale de Mazatlan. La plus haute autorité résolut au procès. Cette fois dans la préfecture correspondante, le processus ne prendrait qu'1 mois et demi et ne renverserait pas le jugement. La décision a provoqué une grande indignation parmi la population. Des centaines de Mexicains et d'étrangers ont publié des images sur Facebook tenant des bannières qui a appelé à la justice pour Anel. Plusieurs enquêtes ont également été menées où plus de 5 millions d'utilisateurs a voté que la décision n'avait pas été juste. Tout le monde voulait que je sois beaucoup plus triste. Le procès a été répété et la jeune femme a de nouveau été condamnée à 7 ans de prison. Hugo est sorti pour parler aux médias et a montré son mécontentement. J'étais calme que le chagrin n'ait pas été réduit, mais il considérait que l'âge des Randy n'aurait pas dû la sauver d'une peine plus longue. Attendo, qu'il achèverait au moins le nombre d'années qu'il avait été. Cependant, cela ne s'est pas produit non plus. 0706, 2016. La peine de la fille a été réduite à 5 ans de prison. Lors de la même audience, cela pourrait sortir plus tôt en cas de bonne conduite. Agent de la police d'État a dû fermer les portes de l'enceinte. Alors que des dizaines de journalistes voulaient la photographier, l'affaire était devenue l'une des plus pertinentes du pays. Hugo n'a pas été informé de cette audience. Cela lui a causé une grande indignation. Et à partir de là, tout a empié. Vendredi 23/9/2017, une autre audience a eu lieu pour analyser le comportement des Randy en raison des réformes de la loi. Système fédéral de justice pour adolescents a été libéré. N'avait purgé que 3 ans et demi de sa peine. Original. Hugo était extrêmement insatisfait lorsqu'il a quitté les lieux. J'étais sûr d'avoir été témoin d'une grande injustice. Regretter que les réformes de la loi bénéficiaient aux criminels plus qu'aux victimes. Des milliers de personnes du monde entier. Des messages lui ont été envoyés pour exprimer leur soutien. Pour canaliser leur douleur, le père d'Anel a mené toutes sortes d'activités. Assisté à une émission de télévision sur les jeunes qui reçoivent vengeance pour les publications sur les réseaux sociaux et a parlé de leur dangerosité avec ses autres enfants. A créé une page web à la mémoire d'Anel. Des images d'elle peuvent être vues dessus, posant avec son chien, dans la piscine et dans une robe quinceañera. Il y a aussi une brève biographie de la jeune femme et quelques mots d'adieu. Ils ont coupé tes ailes, ma belle. Et cela m'a causé une grande douleur, mais tout ce qu'il me reste, c'est le confort. Qu'ils ne l'ont fait que pour te faire grandir encore plus grand.
Pour atteindre le paradis, je t'aimerai pour toujours, et tu resteras à jamais dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Ma vie a écrit l'homme. Dans un autre article de blog, Hugo appelle les parents. Être toujours, les enfants et les amitiés qu'ils fréquentent. Depuis 2016, travailler à la création d'une fondation qui apportera le nom de Ring, fournira, aide ceux qui ont des problèmes juridiques et qu'ils ne comptent avec les ressources nécessaires pour faire face au processus judiciaire. Dans une interview récente, Hugo a révélé qu'il devait quitter la maison où il vivait. C'était très difficile pour eux de vivre avec les souvenirs d'Annelle. En ce qui concerne Erandi, a dit qu'il laissait l'affaire entre les mains de Dieu, mais a fait remarquer que peu importe le pardon qui lui est accordé, il mérite une punition, alors que fait tout son possible pour s'occuper de ses 2 autres enfants. La situation est très préoccupante pour tous les 3. Il ne se passe pas un jour où Annelle ne nous manquera pas. Chaque anniversaire de la mort de la jeune femme, ses amis fréquentent la maison de sa grand-mère maternelle, appelée Raffaella Gaxiola. Il y a l'urne blanche, portant les cendres d'Annelle, toujours partir. Arrangements floraux et ballons pour s'en souvenir avec joie. À ce jour, la page Facebook d'Annelle continue d'être publique. Vous pouvez voir sa photo de profil où elle pose en souriant avec son père et ses frères et sœurs. De nombreux internautes ont laissé des messages de tristesse. Restent aussi les images que j'ai eues avec Erandi. En eux, les gens demandent que la jeune femme retourne en prison et porter la pénalité correspondante, revendiquer exactement la même chose que la famille Baez, Justice. 12,09 2023 après-midi. Jimena Lance profitait de son 23 anniversaire de mariage avec son mari à Rome en Italie. C'était un voyage de rêve qu'ils avaient reporté par la pandémie de Covid-19, mais dans ce moment de repos, loin des obligations, un SMS a atteint le téléphone de la femme. Était sa fille Anna Maria Serrano? Il n'était pas rare que le jeune de 18 ans soit pour être contacté, surtout quand leurs parents étaient partis si loin de chez lui, situé au Mexique, mais quand il a lu le message, la mère soupçonnait que quelque chose n'allait pas. La jeune femme a dit qu'elle était très seule, que je ne voulais plus vivre comme ça, et à la fin du texte étrange, il lui a dit d'envoyer ses salutations à son père. Ça semblait être un au revoir pour toujours. Mais la vérité était qu'il y avait quelque chose de dérangeant, tant dans le contenu que dans la forme, sur lequel il a été écrit. Par contre, sa fille passait un bon moment dans sa vie. Ça n'avait aucun sens qu'il veuille mettre fin à tout. Ce n'était certainement pas Anna Maria. Désespérée d'être à des milliers de kilomètres et ne pas pouvoir vérifier elle-même ce qui se passait avec sa fille. La femme a reconnu son voisin et l'a supplié d'aller voir la jeune. L'homme est entré dans la maison familiale du Serrano à Atizapandi, État du Mexique, est tombé sur une image horrible. Anna Maria était sans vie. Il y avait quelque chose de clair sur les lieux. La jeune Mexicaine ne s'était pas suicidée. Quelqu'un avait manipulé le corps. Les criminalistes de la nuit. Cette histoire impliquant Anna Maria commence quand sa mère, Jimena Céspedes, de nationalité colombienne, a décidé d'émigrer au Mexique. Là, il a rencontré l'amour de sa vie et est devenu mère à l'âge de 28 ans. Daniela est née, et 3 ans plus tard, Ana Maria est arrivée, qui est née le 5 mai 2005. Cette grande coïncidence marquerait, comme la fille était spéciale dès le premier jour de sa vie, ses proches l'appelaient Nana, depuis qu'elle est enfant. Elle a un humour unique et sarcastique,
qui a diverti tout le monde lors des réunions de famille. La jeune femme aimait les animaux à la fois, qui a abandonné l'idée de devenir un parce qu'elle ne pouvait pas le supporter, les voir souffrir. À ce moment-là, savait qu'il ne voulait pas arrêter d'aider son prochain. Et c'est ainsi qu'il a finalement opté pour la médecine, maintenir leur empathie pour les autres, être vivant, souhaitant guérir et sauver des vies. Le jeune Mexicain rêvait de devenir cardiologue et dès qu'il a fini l'école, 17 juillet 2023, a commencé à étudier la médecine à l'Universidad Panamericana. Était tellement son enthousiasme pour cette carrière que chaque fois que je suis rentré chez eux, Yields a raconté à ses parents tout ce qui s'était passé pendant la journée. À peine 2 mois s'étaient écoulés. Depuis qu'il a commencé ses études, c'était une nouvelle étape dans sa vie et tout semblait aller bien. À leurs proches, ils ont encore du mal à croire qu'Anna Maria est décédée si jeune, avec tant de rêves devant nous et avec une telle passion pour améliorer la vie des autres. Dans sa famille, les gens vivaient jusqu'à 100 ans. C'était la première fois qu'ils s'affrontaient face à face. Avec une mort aussi douloureuse que celle d'Anna Maria, mais qui l'avait attaquée, pourquoi ça s'était terminé de cette façon? De Rome, Jimena Céspedes était chatteur par SMS. Avec sa fille qui était seule à la maison au Mexique, après une conversation rapide, a reçu un message d'Anna Maria indiquant « Attends-moi un peu ». La mère a observé ce message plus d'une fois. C'était une expression que sa fille n'avait jamais utilisée auparavant. A poursuivi la conversation avec un sentiment étrange, jusqu'à Anna Maria. A envoyé le message que c'était un adieu clair. Après cet avertissement fort, la mère a essayé d'appeler le jeune étudiant sans succès. C'est à cette époque que Jimena Céspedes, du continent européen et à des milliers de kilomètres, a supplié son voisin de venir voir à quoi ressemblait sa fille. L'homme a quitté sa maison et s'est rapidement dirigé vers la maison des Serrano, où il a trouvé Anna Maria sans vie, sans attendre une seconde de plus pour que les autorités, qui a à peine vu le corps de l'étudiant en médecine, savaient qu'il ne s'était pas suicidé. Sa mère avait raison de se méfier des messages. Quelqu'un avait fait quelque chose à sa fille et avait essayé de leur faire croire qu'il avait été privé. Les soupçons de la vie planaient déjà dans un seul nom, d'autant plus que la jeune Mexicaine avait dit à ses amis « Si quelque chose m'arrive, tu sais à qui elle faisait référence à son ex-petite amie. » Il n'y avait plus le moindre doute, dont le principal, preuve de la mort de l'étudiant, étaient les actions de la police, qui a confirmé ses soupçons quand, après avoir examiné, caméras de sécurité de quartier, réalisé que l'ex de la fille, Alan Gil Romero, avait traîné dans la rue où vivait la famille. Personne ne pouvait croire ce qu'il voyait à l'écran. Profiter de la confiance d'Anna Maria, le jeune homme de 20 ans a réussi à entrer dans la maison. Quelque temps avant, que le voisin a trouvé la fille décédée, mais qui était l'ex-partenaire de la fille, et pourquoi il avait décidé de mettre fin à ses jours? Elle connaissait Alan Gil Romero depuis 5 ans, étaient allés ensemble à l'école Alexander von Humboldt de Mexico, un centre exclusif pour les enfants des familles aisées de la capitale. La jeune femme y a étudié depuis qu'elle était enfant, mais il est entré en première année de lycée, et parce que l'école faisait souvent des voyages scolaires, était sur l'une de ces excursions qui est devenue inséparable, étaient pratiquement les meilleurs élèves de l'école. Ce qui signifiait qu'ils avaient beaucoup de choses en commun. Cela a conduit au fait qu'après tant de temps ensemble, officialisent leur relation avec leurs amis et leur famille. C'était une relation normale que n'importe quel adolescent aurait. Même les familles s'étaient rencontrées, avaient voyagé ensemble et étaient sorties pour manger souvent,
Mais ça n'allait pas durer éternellement. Le couple s'est séparé en juin de la même année. Après 1 an et demi de relation, quelque chose a commencé à changer chez Alan. Le jeune homme, seulement 20 ans, je l'aimais beaucoup, était devenu très intense, et soudain, il n'était plus le garçon charismatique que tout le monde connaissait. Lui a envoyé des cadeaux chaque semaine, je l'ai supplié de revenir et de temps en temps, passer par la maison pour essayer de parler à Anna Maria, mais elle a suivi, refusé de revenir vers lui. À ce moment-là, cela a commencé à la déranger de plus en plus, et ses messages étaient plus précis, plus de menaces avant. Bien qu'Alan ait insisté sans relâche, Anna Maria ne voulait plus rien savoir de lui. Ne voulait pas revenir à la relation toxique qu'ils avaient eue. Dans leur cour, il la harcelait. Parfois, la jeune femme est arrivée à la maison en larmes à cause des rebuffades d'Alan, qui l'a agressée si elle sortait, à parler ou danser avec ses amis, son masque de jeune intellectuel, de l'un des plus intelligents de son école, était tombé révélant sa vraie personnalité. Quand Alan a remarqué que leur tentative pour faire d'Anna, Maria lui a pardonné et ils sont redevenus. Ne portait pas de fruits. A décidé de mettre fin à ses jours maintenant. Il ne restait plus qu'à savoir les choses les plus importantes. Comment il exécuterait son plan? Il a pris la peine de traquer sa victime. Regardez chaque pas que j'ai fait. À la recherche du bon moment pour attaquer. La première arrivée d'Alan sur les lieux a été enregistrée sur les caméras de sécurité à 3h55 du 12 septembre au petit matin. L'ex-petite amie d'Anna Maria a été capturée à bord d'un véhicule Kia, modèle gris fort, sans plaque d'immatriculation en plus, a dissimulé son identité avec une combinaison noire et une casquette bleue. Marino, cette occasion. Alan n'a coopéré pour l'endroit que parce que espionnerait une fois de plus les mouvements de son ex, le plus approfondi. Le jour, deuxième visite de l'accusé, a eu lieu vers 13h00 le même jour. Cette fois, il s'est arrêté devant la maison de la famille de montagne Cesped, dans le même véhicule, mais cette fois avec des plaques d'immatriculation. Lors de cette visite, Alan a interagi avec la femme de chambre. Je lui ai demandé s'il avait trouvé Anna Maria et s'il pouvait la voir, mais la dame lui a dit qu'elle n'était pas revenue. Toujours de l'université. Alan est parti là, bas prêt à revenir dans la soirée, comme je voulais lui faire un prétendu cadeau. L'employé de maison avait fini sa journée de travail et était parti pour la maison, avant que je puisse te dire cet inattendu. Nouvelle à l'étudiant en médecine qui n'était pas encore arrivé. Quand Anna Maria est finalement rentrée chez elle, était seule, complètement vulnérable au plan macabre de son ex-partenaire. Le troisième harcèlement d'Alan s'est produit peu avant 18h00 le même jour. Cette fois, il a été pris en charge par Anna Maria elle-même à ce moment-là. C'est quand, dans les enregistrements, il est vu entrer dans le miroir. À ce moment-là, ils ont tous deux été laissés seuls à l'intérieur de la maison. Où ça a commencé, un argument fort qui s'est soldé par un crime. Puis le corps sans vie d'Anna Maria Serrano a été retrouvé par son voisin, qui a rapidement prévenu ses parents, Ouattolugan, intrigués par la nouvelle. A pris le premier vol pour le pays, avaient perdu leur fille quand ils étaient loin d'elle. Et sans avoir rien pu faire pour l'empêcher, maintenant, il ne restait plus qu'à dire au revoir à sa dépouille. Et j'espère que ce qui s'était passé serait clarifié. Le corps a été enlevé par les autorités. Et selon l'autopsie, le jeune de 18 ans est mort d'asphyxie en raison de la compression du cou sous la forme d'une suspension, selon l'expertise,
fait sur le cou de la victime, une rainure cutanée, a été observée, produit de l'action d'un agent constricteur, consistance dure et rugueuse. Mais il n'avait pas seulement trouvé la marque sur son cou, le corps a aussi eu un coup à la tête, et histoire de la violence, ce qui a confirmé qu'il s'agissait d'un fémicide, après la conclusion claire, 18 septembre. Les proches d'Anna, Maria a proposé de renvoyer un étudiant en médecine lors d'un enterrement émouvant entouré de ses proches. Un de ses cousins, Julien Restrepo, était en charge pour dédier un message touchant au jeune Julien, a dit en mots la douleur ressentie par les proches au moment de la Anna. Nous pensons toujours que la vie est un cycle. On naît, vit et meurt. La chose la plus douloureuse d'être tous réunis ici est de reconnaître qu'il y a quelques jours, ce cycle était rompu. Et puis ajouter, voir le nombre de personnes qui sont venues te dire au revoir. J'ai réalisé que tu es sans aucun doute l'une des personnes que j'admire le plus. Dans ma vie, tu as des amis incroyables qui est venu vous accompagner et une famille qui pensera à toi tous les jours, et je prierai pour toi tous les soirs, qui est également allé aux funérailles pour dire au revoir à Anna Maria. Était son oncle, José Manuel Restrepo. L'ancien, qui a voyagé avec sa femme et ses enfants au Mexique, pour accompagner la famille en deuil, tout était douloureux dans la grande famille d'Anna Maria, qui avait été brisée pour toujours par la vie enlevée à leur bien-aimé. Mais avant le et le triste, adieu au jeune étudiant. Les autorités avaient déjà capturé leur meurtrier présumé, donné un peu de paix à la famille, et bien qu'une seule chose puisse les calmer, une juste conviction qui restait à voir, 17 septembre. La police mexicaine a confirmé la capture d'Alan Gil Romero en tant que principal suspect dans l'affaire Anna Maria. Serrano, le jeune homme, a été placé en détention provisoire au centre penitenciario y de reinserción social de Tlalnepantla. Tan solo un día después, 18 de septiembre, se llevó a cabo la primera audiencia por el crimen. La fiscalía presentó los detalles del día de los hechos, anteriormente comentados, y explicó cómo el exnovio de Ana María se había presentado 2 veces antes de concretar su plan macabro, y que luego de cometer el crimen, el sujeto habría acomodado el cuerpo de la joven de manera que pareciera que se había quitado la vida con una persiana. Fue él quien escribió torpemente a la madre de la adolescente para luego huir del lugar de los hechos. La Fiscalía Mexicana tiene la hipótesis de que la joven fue asesinada por decidir romper ese vínculo, un móvil que evidenciaría el control que históricamente algunas parejas han creído tener sobre la vida del prójimo. Su familia ha perdido a un integrante muy joven, ya no la van a recuperar. Y lo que ahora esperan es que se haga justicia ante las incontables muestras de cariño de amigos y conocidos de Ana María, sus padres escribieron una carta que compartieron en redes sociales en las que dolorosamente declararon: no existen palabras para describir el dolor y la impotencia que estamos sintiendo en estos momentos. Ninguna persona, pero sobre todo los que están empezando a vivir, deberían tener que cargar con una pena como esta. Los padres de la joven aseguraron que para ellos, el cuerpo de Ana María significó un cambio en su vida y escribieron: les arrebataron a una maravillosa amiga, pero también les quitaron la tranquilidad y la confianza. Les enseñaron que había maldad en el mundo y la vida no será como antes. La madre también aprovechó para hablar de la familia del exnovio de su hija, declarando:
No hemos tenido ningún contacto con él ni con sus padres. Y a estas alturas de la vida no sé si quiero. Hemos pasado por todas las etapas: incredulidad, enojo, tristeza. Ellos esperaban alguna palabra de consuelo por parte de la familia de Alan. En cambio, la madre de éste declaró en defensa de su hijo, dejando a todos sin palabras. Incrédulos de lo que estaban escuchando, la madre del probable responsable había salido a hablar ignorando las claras pruebas de que su hijo es el único culpable del deceso prematuro de la joven. En respuestas a las acusaciones, Erika Romero se ha pronunciado en las redes sociales buscando defender a su hijo y exigiendo justicia con las siglas Justicia para Alan. En un video declaró: "Soy mamá de Alan Gill y estoy en contra de la violencia. Como todos pido que se haga justicia. Alan es un joven de apenas 20 años. Y luego continuó diciendo que él era una persona honrable, respetuosa, buen hijo, excelente hermano, gran amigo, estudiante con honores y otros detalles más que no vienen al caso". Luego prosiguió, arremetiendo en contra de los comentarios negativos contra su hijo. Este es un llamado de alerta a todos. Es muy fácil caer en las olas de información que dictan sentencias, juzgan sin elementos y hacen afirmaciones a la ligera, mientras la madre del acusado pretendía que su hijo sea liberado de sus cargos. La familia de Ana María lloraba la pérdida de su hija. Ahora solo les queda consuelo en que la justicia ponga al joven de tan solo 20 años tras las rejas por haber creído que tenía el derecho de arrebatarle la vida a su exnovia solo porque no quería continuar con la dañina relación. El crimen ha conmocionado al país azteca. Ha sido un tema importante en los medios de comunicación nacional, pero también en los internacionales. El exministro de Colombia y tío de Ana María dijo en los medios de comunicación que ha sentido el respaldo de sus compatriotas. Actualmente los padres de la víctima se alojan en un hotel, ya que en su residencia todavía se está investigando para recabar todas las pruebas posibles en medio del dolor que invade a la familia de Ana María. Las autoridades siguen armando el rompecabezas para que en el juicio Alan sea condenado por el crimen de la joven. Uno de los nuevos detalles que se conocieron fueron las conversaciones que ella tuvo con algunos amigos y a quienes habría alertado del acoso que venía recibiendo de su exnovio. El Ministerio Público presentó una serie de pruebas, incluyendo capturas de pantalla de mensajes amenazantes que Alan habría enviado a la víctima en un aparente intento de controlarla y coaccionarla para que retomara su relación amorosa. Los mensajes incluían frases como: "Tú solita, te metiste en esto, te doy hasta las 9 de la noche", para borrar fotos de Instagram, o de lo contrario, "Le diré a tus padres lo que hiciste". Aún queda mucho camino por recorrer. Mientras tanto, a los padres de Ana María y a sus conocidos solo les queda esperar que se haga justicia y que el hecho se tipifique como un feminicidio. Dadas las circunstancias del hecho, la tasa de impunidad en los delitos de este tipo de crímenes es del 76%, según la Asociación Mexicana contra la Corrupción y la Impunidad. Y Jimena, la madre de Ana María, lo sabe. Esa es la preocupación que la tiene hablando en los medios de comunicación
en donde declaró que una cosa es que agarren al agresor y otra cosa es que lo condenen. Hoy, Nana vive en el corazón de cada uno de los que aún luchan, porque justice est faite, son départ rapide en main, d'une personne qui croyait ont le droit de prendre sa vie. Avec cette triste histoire, nous devons nous rappeler de ne jamais normaliser la violence. Élever nos voix face à l'injustice et parler à n'importe quel être cher qui peuvent nous accompagner dans nos moments les plus difficiles. On se souviendra d'Anna Maria pour ce qui était unique et brillant, une jeune femme qui avait sa propre lumière qui rayonne toujours et continuera, inondant leurs proches de leur rayonnement tout au long de sa vie. Encore une fois, estimée par le public, je remercie votre entreprise. Merci d'avoir fourni un espace de votre temps pour en savoir plus sur une affaire, plus de cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite cordialement à le faire. Et vous faites partie de cette grande communauté. C'est, à dire, les criminalistes de la nuit. Jusqu'à la prochaine diffusion. Bonsoir.